Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le nombre de citadins dans les pays en voie de développement passe du simple au double en l'espace d'un siècle. Cette croissance rapide des populations urbaines favorise le développement de plusieurs phénomènes sociaux. C'est le constat fait par le Fonds des Nations Unies pour la population. L'UNFPA a procédé au lancement de son rapport 2007 ce vendredi à Dakar. Mariam Sissé. En Afrique, l'urbanisation est souvent synonyme de croissance, du taux d'inégalité entre citadins pauvres et non pauvres en matière d'accès aux services sociaux de base, d'insalubrité, de l'environnement, d'insécurité, des droits fonciers et de criminalité. Ce lancement du rapport sur l'état de la population mondiale dont le thème porte sur la libération du potentiel de la croissance urbaine offre l'occasion de pencher sur l'importante question de la population et celle de la croissance. En fait, chaque année, le Fonds des Nations Unies pour la population, à travers le monde entier, procède donc au lancement de ce que nous appelons le rapport sur l'état de la population mondiale. Et chaque année, il y a un nouveau thème. Et si je prends le cas année, qui est la 30e fois qu'on lance le rapport, le thème a été donc la croissance urbaine, libérer le potentiel. Cette édition 2007, dont le thème porte sur libérer le potentiel de la croissance urbaine, est un rapport sur l'état de la population mondiale lancé par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, qui est un organisme de développement international qui œuvre en faveur du droit à la santé et de l'égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant. Sur ce, l'on nous explique les raisons pour lesquelles ce thème a été choisi. Nous avons choisi ce thème parce que de par le monde, ce que nous observons aujourd'hui, la croissance dans les villes est comme cet iceberg qui grandit et qu'on ne peut pas arrêter. Et si la population dans les villes était aux environs de 200 et quelques millions, aujourd'hui nous sommes à plus de 2,8 milliards. Alors, en l'an 2030, ça va atteindre 5 milliards. Alors, nous pensons que nous, en tant qu'agence spécialisée du système des Nations Unies qui s'occupe des questions de population, si nous avons travaillé pendant plusieurs décennies avec les pays, pour agir sur la croissance de la population mondiale, en sorte que les pays puissent avoir toute la latitude d'établir une adéquation entre les ressources économiques et la population. Il y a eu des avancées, des résultats. Dans le cas de figure, la pression de la population se pose aujourd'hui dans les grandes villes et dans les capitales. Alors qu'au début du XXe siècle, les citadins étaient 2 fois plus nombreux dans les pays développés que ceux en développement, aujourd'hui, c'est l'inverse avec 26 fois plus de citadins. Ainsi, cette cérémonie officielle de lancement du dit rapport entre dans le cadre d'une amélioration de vie dans le domaine de l'urbanisme au Sénégal. Voyons à présent le 4e rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement publié hier. L'on note des avancées significatives, mais de nombreuses contraintes sont relevées. Contraintes qui plombent l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Compte rendu, Fatou Kinedem. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a présenté hier son 4e rapport à l'hôtel Indépendance. Ce rapport dénommé GEO4 est le rapport de l'ONU le plus complet sur l'environnement, préparé par environ 390 experts et revisé par plus de 1000 autres partout dans le monde. À cette occasion, 3 experts ont été dépêchés. À cet effet, des progrès sont enregistrés, à savoir l'amélioration de la sécurité énergétique, entre autres. En dépit de ces avancées, des contraintes sont notées, comme la dégradation des terres causée, selon les experts, par l'érosion du sol. Elle constitue ainsi la mauvaise production et l'insécurité alimentaire. Dans la même lancée, le tourisme et l'aquaculture sont perçus comme étant les causes de la destruction des côtes et voies marines, la perte de la biodiversité. Selon toujours le rapport, 40% des ressources minières mondiales sont en Afrique et la lutte contre leur dégradation serait l'un des plus grands défis à relever. Par ailleurs, les environnementalistes constatent que plus de 3 millions de personnes meurent tous les ans de maladies causées par le non-accès à l'eau potable. Toutefois, ce rapport doit permettre aux décideurs d'avoir une meilleure lisibilité des problèmes environnementaux en vue de définir des politiques capables d'apporter des réponses. Et donc, on a montré les instruments. On a aussi écrit un résumé pour les décideurs qu'on va
publié aussi, qui fait partie des produits techniques qui viennent avec le rapport. Et on espère par là directement que les décideurs vont pouvoir avoir un petit résumé de 36 pages où quelles sont les options politiques, les actions concrètes qui peuvent être prises, quels sont les exemples des pays qui ont pu incorporer l'environnement dans leur système de gouvernance et politique en général. On dit qu'il y a quand même eu un peu de manque de volonté politique. Il y a aussi, c'est vrai qu'il faut dire qu'il y a certains coûts administratifs, par exemple dans les accords multilatéraux, qui sont quand même très pesants pour certains pays en voie de développement. L'environnement, qui constitue assurément le 7e des 8 objectifs du millénaire pour le développement, appelle des mesures hardies centrées sur la gestion durable et concertée pour inverser la tendance actuelle à la déperdition des ressources. C'est dans cette perspective qu'un programme de sensibilisation sera mis en œuvre, permettant ainsi aux universités d'investir le terrain pour rencontrer les décideurs. À noter que cette sensibilisation ne laissera pas en rade la société civile, encore moins les ONG. Des sanctions pénales seront appliquées à l'encontre de tout opérateur véreux, ceux particulièrement indexés dans la gestion des sous-projets d'alphabétisation et de l'éducation non formelle. La coordination nationale des opérateurs en alphabétisation a fait face à la presse ce matin afin d'apporter des clarifications aux accusations du ministère de tutelle. C'est un reportage de Cheikh Adramé Diop. Suite à la sortie du ministre des Langues nationales et de la francophonie à l'occasion de la codification de la langue djalonké à Kédougou et qui porte sur la gestion des sous-projets d'alphabétisation fonctionnelle et de l'éducation non formelle, la coordination nationale des opérateurs en alphabétisation a fait face à la presse ce matin pour apporter quelques clarifications. Il s'inscrit dans un contexte mondial où les conceptions sur le développement ont changé. En effet, après une longue période de régression économique due au plan d'ajustement structurel, la communauté internationale a compris que l'essor économique des pays en développement passe inévitablement par une lutte systématique contre l'analphabétisme. Alors, les partenaires techniques et financiers des États, où le taux d'analphabétisme est très élevé, acceptent de s'investir dans l'éducation non formelle et l'alphabétisation. Cette structure, qui regroupe à son actif 500 organisations membres à travers tout le pays, rejoint le ministre dans sa politique de pérennisation du programme de l'alphabétisation, mais aussi proposer des sanctions pénales contre tout opérateur véreux. Vous avez parlé des sanctions pénales. C'est ça qui nous a un peu hérité. Parce qu'un partenariat, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait quand même le respect réciproque des différents acteurs. Avant qu'on aille sur le terrain. Et maintenant, des sanctions ont été toujours faites aux opérateurs. Ça, il faut que le dire. Il ne faut pas que les gens pensent que les opérateurs n'ont jamais été sanctionnés. Non. Tout opérateur qui ne déroule pas son programme est sur la liste rouge. Ce qu'ils appellent la liste rouge. Dans cette liste rouge, il est interdit à cet opérateur-là désormais de dérouler des programmes. Vu les avancées qui ont été notées dans ce secteur, le Sénégal était invité à présenter son bilan lors de la rencontre de Bamako, ce qui a inspiré certains pays africains à faire des recommandations allant dans le sens d'augmenter le budget qui doit passer de 1% à 3%, étant le parent pauvre de l'éducation, comme l'a constaté la coordination. L'alphabétisation souffre aujourd'hui de financement, ce qui a à l'arrivée occasionné une baisse énorme de résultats. Et puis cet accident spectaculaire, une Mercedes et une Pajero sont entrés en collision sur le rond-point de Castor. Selon des témoins, les deux véhicules roulaient à vive allure et en sens opposé. Les deux conducteurs sont sortis indemnes de l'accident. La mer fait des victimes dans la communauté de Bassoul, région de Fatick. 8 personnes, des pêcheurs et des élèves ont péri avec leur embarcation de fortune au large des côtes de Bettenty. Les autorités administratives et coutumières de la localité entendent unir leurs efforts pour éviter les catastrophes de ce genre. C'est un reportage d'Albert Yerabouban. Le drame s'est produit au large des côtes de Bettenty, près de l'île aux oiseaux. Une pirogue avec à son bord 36 personnes composées de pêcheurs et d'élèves revenant de Gambie où ils avaient passé les vacances. Attendue impatiemment par les parents, la pirogue n'arrivera jamais à destination. Voilà, un événement très douloureux. Des pêcheurs qui revenaient de campagne au large des côtes de Bettenty vers l'île aux oiseaux, à un endroit qu'on appelle l'ancienne maison des pêcheurs. Ces pêcheurs ont été surpris par un orage et leur pirogue a coulé. Dans la pirogue, il y avait un équipage il y avait 36 personnes. Heureusement, la grande moitié des personnes ont été sauvées. Malheureusement pour nous, nous avons perdu 8 victimes,
dont des enfants qui étaient partis en vacances chez leurs parents en Gambie et qui rentraient pour l'ouverture des classes et aussi pour la fête de la Korité. J'ai dit un événement douloureux, effectivement un événement très douloureux, car des enfants mineurs qui venaient donc pour ouvrir les classes, l'ouverture des classes, ont trouvé la mort dans ce naufrage-là. Et c'est un événement qui est vraiment très douloureux. Il y a eu finalement 8 décès, dont 5 enfants mineurs, 2 majeurs. Et, oui, nous avons retrouvé tous les corps. Et malheureusement, le dernier corps, quand même, comme il a duré beaucoup en mer, il a été trouvé en état de décomposition avancée. Mais les populations, quand même, malgré leur douleur, ont pu se maîtriser, ont pu avoir beaucoup de courage, beaucoup d'énergie et de supporter cette épreuve douloureuse, hein, pour que tout soit inhumé respectueusement à Bassoul. Face à cette situation difficile, le président du conseil régional de Fatick a rendu visite aux parents des victimes. Il promet des mesures pour que de tels événements ne se reproduisent plus. Pour ce qui nous concerne, nous humains, au moins limités, nous comptons en rapport avec les autorités, travailler à dégager les mesures préventives pour que, à l'avenir, le maximum de sécurité puisse entourer le déplacement des populations dans cette région. Nous allons y travailler, nous allons nous mobiliser, nous allons réunir les moyens matériels, nous allons sensibiliser, nous allons prendre les dispositions utiles pour qu'enfin ce genre d'accident ne puisse plus exister dans ce territoire. Le Sénégal a vécu des accidents déjà très douloureux et nous souhaitons que ce qui est arrivé aujourd'hui soit l'une des dernières, voire la dernière des épisodes qui vont affecter le peuple sénégalais. En attendant les mesures gouvernementales, le président de la communauté rurale de Bassoul a promis de tenir un conseil rural pour réfléchir sur les voies et moyens de réglementer au plus vite la desserte. Fin de l'atelier organisé 2 jours durant à Dakar par le Service national de l'information sanitaire. Les travaux ont permis aux journalistes d'avoir une idée globale des statistiques sanitaires, des supports pour mieux informer les populations sur les problèmes de santé. Amadou Montagassar. Ce séminaire de formation a réuni les agents du service d'information sanitaire et ceux de la presse considérés par les experts de la santé comme étant un maillon important pour l'information des populations. À travers cette rencontre, l'objectif visé était la compréhension des statistiques au regard des difficultés notées par rapport au travail des districts sanitaires des régions et qui ont pour nom, entre autres, erreurs sur la transmission des données et retard de publication des résultats. Durant 2 jours, nous avons travaillé sur les statistiques sanitaires. Nous avons voulu sensibiliser les journalistes et leur donner les informations utiles pour qu'ils puissent constituer des relais auprès des populations. Parce que vous savez, le ministère de la Santé produit habituellement des informations, des statistiques pour travailler, mais la finalité de ces statistiques, ce n'est pas seulement à utiliser au sein du ministère de la Santé, mais c'est pour permettre aux décideurs qui ont la responsabilité de la santé à mieux orienter la planification pour un développement harmonieux, un développement équitable qui permet à tous les citoyens de bénéficier de l'état de santé les meilleurs disponibles au niveau du Sénégal et éviter l'inéquité. Et vous savez, les statistiques sanitaires, s'ils sont correctement utilisés à tous les niveaux, renforcent de façon indéniable la bonne gouvernance parce que rend compte de l'utilisation des ressources, aussi bien des ressources financières que des ressources humaines, et facilite aussi la participation des populations et des élus à la mise en œuvre des activités et en plus au financement de la santé. Certaines choses. Mais pour faire une bonne communication, le journaliste doit avoir des prérequis. Le journaliste doit avoir quelques informations pour informer utilement. Parce qu'un journaliste, s'il a des informations, s'il a des éléments pour mieux analyser, pour mieux comprendre le système de santé, le journaliste peut faire une analyse plus pertinente que le médecin. Parce que le médecin ou le technicien de santé, son analyse porte seulement sur le domaine biomédical ou bien sur certains domaines. Son analyse
on ose le dire, est orienté. Tandis que le journaliste a l'avantage d'être très ouvert. Autant il discute avec les techniciens de santé, autant il discute avec les demandeurs, les populations. Profitant de la rencontre, les spécialistes ont fait le point sur l'épidémiologie du choléra qui sévit en ce moment dans le pays. Ils sont revenus sur sa gravité et ses moyens de prévention. Notez qu'au sortir de la rencontre, les participants auront un outil performant quant à leur spécialisation dans ce domaine. À présent, l'actualité hors de chez nous. En Californie, les pompiers ont pris le dessus sur la quasi-totalité des incendies qui ont ravagé le sud de l'État. Le dernier bilan est de 9 morts. Le président George Bush a fait acte de présence en se rendant sur place dans la région de San Diego. Le président américain en a profité pour visiter quelques centres d'accueil. Il faut dire que beaucoup d'habitants ont tout perdu. Pour la première fois depuis lundi dernier, Sam Robinson revient chez lui pour ne trouver que des ruines encore fumantes. Franklin, do you want to come up on the lawn? Franklin, viens par ici, s'il te plaît, sur la pelouse. Ici, par exemple, il y avait un garage pour 2 voitures. Cette maison fut le foyer des Robinson pendant 22 ans et ils comptent bien la reconstruire, même si rien ne sera plus jamais comme avant. Je ne suis pas en colère, je suis triste, parce que même si j'ai pu emporter pas mal de choses, comme des photos, des papiers, des souvenirs, il y a tant de choses que je n'ai pas pu prendre. Comme Samuel, 1600 familles ont perdu leur maison dans les incendies du comté de San Diego. Quelques rues plus loin, la famille Moore est au complet pour tenter de sauver ce qu'il reste de leurs biens. Les Moore avaient assuré leur maison et si l'optimisme est de mise, Pam Moore a le cœur serré. La robe de mariée de ma mère était dans la maison et je l'avais portée à mon mariage. Ma fille allait la porter et maintenant elle ne pourra plus. Quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Quand je pense à quelque chose que je ne peux pas remplacer, ça me travaille. Mais bon, la plupart des choses sont remplaçables. Le principal, c'est qu'on soit en vie. Les incendies se sont éloignés de Poway, mais beaucoup de Californiens devront encore attendre avant de rentrer chez eux. Ouvrons une page sportive avec l'amicale des anciens footballeurs de l'ASFA qui organise un grand mémorial le 3 novembre prochain au stade Iba Mar Diop. Cette manifestation est dédiée aux disparus et sera suivie d'une rencontre d'exhibition entre anciens footballeurs. Écoutons les explications de Baye Dam Diop, ancien latéral gauche, au micro de Montagassar. Nous vous remercions de cette opportunité que vous nous avez offerte pour nous permettre de parler de cette association. Nous avons créé cette association en 2005 avec Récipicé. Le but de cette association, c'est participer au développement du football en général et de l'ASFA en particulier. C'est une association d'entraide et de solidarité parce qu'elle est issue des formations de 1965 jusqu'à nos jours. C'est pour une première, nous allons organiser un grand mémorial au stade Iba Mar Diop le samedi 3 novembre 2007. Le programme se présente comme suit. Nous avons à 9 h lecture du Saint-Coran chez Feu, le colonel Alassane Gueye. Toutes les veuves des disparus sont conviés et leurs enfants. Après, à 10 h, nous avons un vernissage, exposition, photo, toute génération confondue, à la salle de conférence du stade Iba Mar Diop. 14 h 30, nous prenons le déjeuner au stade. 15 h, nous organisons un match de gala entre les anciens footballeurs, dont je peux nommer Samassa, Mawanyai, contre les anciens des Almadies. En parlant des Almadies, il faut prendre en charge Wakam, Ngor, Yoff. Donc après, à la fin de ce match, nous avons la remise des cadeaux, des décorations et un cérémonial de fin de
d'allocution. Je vous remercie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RDV.